Donc, Madame Laure Séjourné, qui est assistante sociale et qui va nous aider à couvrir un petit peu ce qui existe comme aide sociale et administrative et comment chercher de l'aide si on a besoin d'une aide. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Laure Séjourné, assistante sociale sur les services de pneumo de l'hôpital Louis Pradel. Donc, du fait de votre fibrose, vous pouvez avoir une prise en charge à 100% de vos soins par la sécurité sociale, et donc tous vos traitements, vos examens, et notamment les transports pour venir aux consultations, pour venir faire vos examens ou pour venir en hospitalisation. En cas donc le 100% prend tout ça en charge. En cas d'hospitalisation où vous dormez au moins une nuit à l'hôpital, il faut faire attention parce qu'il ne prend pas en charge ce qu'on appelle le forfait journalier, qui est de 20 € par jour et qui est donc, lui, pris en charge par les mutuelles. Vous pourrez être amené à avoir un arrêt maladie par votre médecin du fait de votre fibrose qui vous permettra plus peut-être à un moment donné d'exercer votre activité professionnelle. Donc cet arrêt maladie, vous avez 48 heures pour le transmettre à la sécurité sociale et à votre employeur. Vous avez 3 jours de carence, donc ces 3 jours-là, vous ne serez pas payé. Vous pouvez, selon certaines entreprises, selon les conventions, ils peuvent prendre en charge ces 3 jours de carence-là, mais ça dépend vraiment des entreprises. Suite à ça, c'est la sécurité sociale qui va vous indemniser avec des indemnités journalières qui sont déterminées en fonction du nombre d'heures que vous avez travaillé, du salaire que vous perceviez avant, des cotisations que vous avez eues. Donc, c'est vraiment après au cas par cas. Donc, 50% de votre salaire journalier de base, calculé sur une moyenne des 3 derniers mois. Et du fait de l'affection longue durée, donc du 100% de la sécurité sociale, vous n'êtes pas imposable sur les indemnités journalières. Et votre arrêt de travail peut aller jusqu'à 3 ans. Excusez-moi, mais on n'est pas exonéré de la franchise médicale. Non. Vous continuez à payer les franchises médicales, même en étant en ALD. Donc, comme on vient de le voir, ça va forcément entraîner une perte de revenus qui peut être compensée donc, soit par votre employeur, soit par les complémentaires santé que vous avez, qu'on appelle plus souvent les prévoyances. Ça dépend des contrats et ça dépend, tout le monde n'y a pas forcément accès non plus. Donc pour la reprise du travail, au-delà de 30 jours d'arrêt maladie, vous avez ce qu'on appelle une visite médicale de reprise qui est faite par le médecin du travail. Et cette visite médicale va déterminer si vous êtes apte ou inapte à reprendre votre activité professionnelle. Soit vous êtes apte et dans ce cas-là, vous pouvez reprendre votre poste de travail comme avant ou avec des aménagements. Ou alors vous ne pouvez pas reprendre comme avant et donc vous allez avoir une reprise progressive qui s'appelle le mi-temps thérapeutique. Si vous êtes inapte, vous pouvez être classé sur un nouveau poste si c'est possible au sein de votre entreprise. On peut aussi vous proposer une réorientation professionnelle si le reclassement n'est pas possible. Ou si vraiment vous ne pouvez plus rester dans cette entreprise-là parce qu'il n'y a pas de nouveau poste ou que la réorientation n'est pas possible, vous avez la possibilité de passer en invalidité. Donc la pension d'invalidité est versée par la sécurité sociale sous certaines conditions et vous avez 3 catégories différentes. Selon si vous n'êtes pas très loin de l'âge de la retraite, ils peuvent aussi décider, le médecin du travail, décider de vous passer en retraite pour inaptitude. Et donc là, vous touchez votre retraite à 50%, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez cotisé. Donc vous pouvez être bénéficiaire aussi de l'allocation adulte handicapé, qui est donc versée par les maisons départementales des personnes handicapées, qui vous permet d'avoir un revenu minimum. Si vous n'étiez pas salarié avant, que vous ne pouviez pas bénéficier d'indemnité journalière, que vous ne pouvez pas avoir accès à la pension d'invalidité, à ce moment-là, vous avez accès à l'allocation adulte handicapé.
sous certaines conditions évidemment, et qui peut se cumuler avec certaines autres ressources en complément de votre salaire s'il est vraiment réduit, de votre invalidité, mais ça voilà, c'est vraiment sous certaines conditions. Donc c'est attribué selon des critères d'incapacité, d'âge, de résidence, de ressources. Donc tout ça passe par un dossier administratif et médical, et c'est ce dossier-là qui est étudié par la Maison départementale des personnes handicapées et qui décide si oui ou non vous pouvez en bénéficier. Par ce même dossier, vous pouvez avoir la reconnaissance travailleur handicapé. Donc elle est attribuée si vos possibilités d'obtenir ou de conserver votre emploi sont réduites du fait de la dégradation d'au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique. Ça, c'est ce qui est dans la loi qui encadre tout ça. C'est cette reconnaissance-là qui vous permet aussi d'aménager votre poste ou d'accéder à un poste adapté à votre état de santé auprès de votre employeur. Par le biais de ce dossier-là, vous avez aussi les cartes. Donc la carte, il y a 3 types de cartes, la carte de stationnement, la carte de priorité, la carte d'invalidité. Elles sont toutes attribuées en fonction de votre taux d'incapacité qui est défini, qui est déterminé par le médecin de la MDPH. Et elles peuvent vous attribuer différentes avantages entre guillemets. Donc la carte de stationnement, vous pouvez avoir les stationnements gratuits et accès aux places pour les personnes à mobilité réduite. La carte de priorité pour les personnes qui ont un taux d'incapacité qui est inférieur à 80%. Donc c'est tout ce qui vous permet de ne pas faire la queue dans les files d'attente, d'avoir des places dans les transports en commun, dans les salles d'attente. Et ensuite, pour les personnes qui ont un taux d'incapacité supérieur à 80%, vous pouvez en plus avoir la carte d'invalidité qui a les mêmes avantages que la première, mais qui en plus vous permet d'avoir des avantages fiscaux et des réductions, notamment sur les abonnements des transports, les billets de train, les choses comme ça. Les 3 peuvent être cumulables, c'est vraiment en fonction de votre taux d'incapacité. Suite au diagnostic de votre fibrose, vous êtes souvent orienté vers le service des maladies professionnelles. Parce que la fibrose peut être considérée comme contractée du fait de votre activité professionnelle, comme on en a parlé un petit peu ce matin. Donc les médecins vous orientent vers le service spécialisé de l'hôpital Lyon-Sud et eux vont vous accompagner pour faire la déclaration de maladie professionnelle, vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Cette déclaration-là doit être envoyé à la sécurité sociale et après c'est la sécurité sociale qui informe votre employeur d'une déclaration en maladie professionnelle. Une fois que le dossier est donc envoyé à la sécurité sociale, il est traité et si vous êtes reconnu en maladie professionnelle, vous pouvez avoir des indemnités journalières qui sont plus élevées que si vous étiez en arrêt de travail classique. Vous pouvez avoir une indemnisation qui est spécifique à la reconnaissance de maladie professionnelle et qui est très souvent versée tous les trimestres, mais dans certains cas, ils peuvent vous la proposer sous forme de capital. Ça, après, c'est la Sécu qui détermine et c'est vraiment en fonction de votre situation personnelle. Donc maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui peut vous aider à la fin, tous les dispositifs qui existent pour pouvoir vous aider à la maison dans le cas où la fibrose joue sur votre autonomie et que ça devient compliqué d'être à la maison. Donc quand vous êtes hospitalisé sur plusieurs jours, votre contrat de mutuelle peut prévoir des aides à domicile à la sortie de l'hospitalisation. Ce n'est pas tous les contrats qui le prévoient, mais ça vaut le coup d'y penser quand vous avez au moins une nuit d'hospitalisation, d'appeler la mutuelle pour voir si quelque chose est prévu. C'est souvent que quelques heures, mais ça a le mérite de pouvoir exister. C'est pris en charge en totalité par la mutuelle. Et ensuite, donc, il y a 2 catégories. Si vous avez moins de 60 ans, si vous avez plus de 60 ans, on ne fait pas appel aux mêmes organismes. Donc, si vous avez moins de 60 ans avec des enfants à charge, vous pouvez avoir une prise en charge par la CAF qui vous aide à financer certaines aides à domicile.
On peut également solliciter la sécurité sociale. Alors, ça ne se fait pas sur tous les secteurs. Dans le Rhône, on peut les solliciter pour qu'ils vous aident à financer les aides à domicile. Et la MDPH, qu'on a vu tout à l'heure, avec ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap. Mais pour percevoir la prestation de compensation du handicap, il faut que vous soyez dans l'impossibilité de réaliser au moins 2 actes de la vie quotidienne. Et si vous avez plus de 60 ans, dans ce cas-là, on va plutôt solliciter soit le département, avec ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, ou votre caisse de retraite. Ce qui fait qu'on sollicite plus l'un que l'autre, c'est en fonction de votre autonomie. Et donc, pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez être accompagné par le service social, donc soit en ville. Alors, au sein de votre entreprise, il y a très souvent des services sociaux interprofessionnels, la mairie, le département, la CAF a aussi un service social, la sécurité sociale et la caisse de retraite. À l'hôpital, vous pouvez aussi nous solliciter lorsque vous êtes hospitalisé en hospitalisation de semaine conventionnelle ou en hospitalisation de jour. Voilà, merci. Bon, merci beaucoup. Ouais, à chaque fois, j'apprends des choses parce que c'est le domaine où les médecins ne sont pas très bons. Donc, j'espère que vous avez bien écouté. Si on cherche, enfin, comment est-ce qu'on peut vous solliciter si quelqu'un ici veut vous solliciter à l'occasion d'un prochain séjour ou passage à l'hôpital ou en dehors d'un séjour, est-ce que c'est possible? Comment on fait? Alors, normalement, on n'intervient que dans le cadre des hospitalisations. Après, moi, je suis amenée, quand j'ai déjà rencontré les patients, de pouvoir prolonger la prise en charge. Et après, soit les infirmières dans les services, les médecins qui peuvent me solliciter, Anne aussi qui me sollicite régulièrement. Tous les membres de l'équipe peuvent s'adresser à tous les membres de l'équipe. Quelqu'un qui vient en hospitalisation de jour, c'est possible de vous solliciter, par exemple? Oui. D'accord. Il faut vous prévenir à l'avance ou vous êtes Alors c'est mieux. moins mobilisable. C'est mieux, mais après j'essaye quand même surtout sur les hôpitaux de jour, j'essaye d'être disponible le plus possible. Mais si vous savez déjà avant, c'est quand même pas mal d'anticiper. Attendez. Prenez le micro parce qu'il y a des gens en ligne, on ne va pas vous entendre. Est-ce que c'est vous qui allez voir les personnes qui sont hospitalisées et leur demander est-ce qu'ils ont des besoins ou est-ce que c'est eux qui doivent faire la démarche? Alors, moi, je ne vais pas voir tout le monde parce que je ne peux pas. Oui, mais celui qui est à l'hôpital, il ne pourra pas non plus? Comment ça, il ne pourra pas? Celui qui est hospitalisé, il ne pourra pas non plus? Si, parce qu'en fait, dans la discussion avec les soignants, soit vous avez une question en particulier, vous avez besoin de me voir, et donc dans ce cas-là, vous allez demander soit au médecin, soit aux soignants de pouvoir rencontrer l'assistante sociale, et eux, ils vont me solliciter. Soit dans la conversation que vous aurez avec des professionnels, eux, ils vont vous poser des questions sur comment ça se passe à la maison. Et la discussion fera qu'ils vous proposeront de pouvoir voir l'assistante sociale. Donc en fait, on peut demander s'il y a un besoin particulier, on a besoin d'une aide ou quelque chose. Le mieux, c'est de demander à l'équipe soignante. Et puis, on voit comment vous solliciter. Est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose que vous conseillez qui regroupe un peu les choses disponibles ou est-ce que vous avez ça dans la tête? Mais non, c'est une colle. Pardon. Service public. Oui. Mais bon, après, ce sera très généraliste et pas forcément au cas par cas. Ouais, juste petit commentaire. Il y a un nouveau service qui a été mis en place par la filière Respifil maintenant, où on peut effectivement aussi contacter des assistants sociaux spécialisés sur les maladies respiratoires. Donc ça existe aussi. Et puis j'avais une question. C'est par la filière, donc c'est par Respifil. Ouais. Donc le mieux, c'est d'aller sur le site de Respifil et vous trouverez ça donc sur respifil.fr. Ou sur le site de l'asso, ou nous appeler, on vous dira comment faire. J'avais une question, on a encore un peu trop fréquemment, à mon goût, des refus d'ALD par certains médecins de la Sécu qui font un peu de zèle. Quelle est la bonne procédure dans ce cas-là, quoi? Alors, il n'y a pas de bonne procédure, parce que ça reste des maladies rares et donc des maladies que les médecins de la Sécu ne connaissent pas forcément. Et bien souvent, plutôt que de chercher quelle est la maladie, ils préfèrent dire non.
Nous, on arrive quand même à faire que les médecins de la Sécu reviennent sur leurs décisions en sollicitant les médecins du service pour qu'ils fassent des courriers en expliquant les conséquences, les répercussions que la maladie elle a au quotidien. Et ça, bien souvent, ça fonctionne, mais effectivement, ça décale les délais. Donc la procédure, c'est de contacter son Oui, en général, le refus nous revient. Moi, je demande toujours à ce qu'on ait une copie de la lettre de refus, comme ça, il y a toutes les références dessus. Et j'écris, ou un des médecins du service écrit au médecin de la CPAM. C'est assez rare qu'on ait un refus qui persiste. Il arrive qu'on ait un refus s'il n'y a pas vraiment d'indication thérapeutique. Mais si on dit il y a une fibrose, on demande une ALD, on a une indication de commencer un traitement et c'est un traitement coûteux, en général on y arrive. Et parfois ça prend plusieurs semaines ou 1, 2... Je crois qu'on n'a pas eu plus que 2 ou 3 allers-retours, mais 2 ou 3 allers-retours avec la Sécu, ça fait volontiers 2-3 mois. Donc oui, c'est une difficulté. Mais on gère ça avec... dans le service, on a une lettre type même que j'ai faite pour vous dire que c'est pas un problème exceptionnel. Malheureusement. Oui, allez-y. Bonjour, excusez-moi, sauf erreur de ma part, quand vous parliez du dossier MDPH, ça concernait surtout les travailleurs, enfin les patients en activité et les patients en non-activité pour avoir, par exemple, cette carte de mobilité réduite. Alors la carte, c'est pas condition à travail ou pas. D'accord. Okay. Donc il faut monter un dossier MDPH. Il faut monter un dossier MDPH. Okay. Et pour les cartes, peu importe, il n'y a pas une limite d'âge pour la demander. D'accord, très bien. Merci. Bon, merci beaucoup.